Bienvenue dans cette série d'émissions pour faire aujourd'hui une formidable promenade à travers les régions françaises. Un clocher d'église, la couleur d'un mur, la couleur d'une toiture, l'ombre d'une ruelle, tout cela évoque les très beaux villages qu'on trouve dans toute la France. Certains ont su garder leur cachet, ils ont véritablement une âme. Et vivre en France, eh bien, c'est savoir les regarder, mais c'est aussi et surtout savoir les aimer. Sur les rives du Léman, chaque soir, il regarde mourir le jour. Comme une sentinelle, le château veille sur son village comme s'il craignait que les guerres d'autrefois viennent encore tourmenter ces vieilles pierres. L'histoire d'Ivoire se confond avec celle des ducs de Savoie. De ce village campé sur un promontoire, ils ont fait une forteresse. La place fut maintes fois convoitée mais jamais prise. Ivoire y gagna ses remparts, on lui donna un port. La cité militaire devint lacustre. Les mouettes, on dirait qu'elles se parlent entre elles. Elles se répondent des fois. Dans le port d'Ivoire, on le surnomme la Fouine. Georges Favre a grandi sur ce lac. Complice gourmande de ses pêches, les mouettes partagent avec lui la douceur pastel du premier soleil. Et c'est ainsi chaque matin depuis 35 ans. C'est jamais le même. C'est vrai, c'est jamais le même? Bon, il y a toujours des couleurs différentes, tous les jours. Vous vous souvenez de votre première pêche? Première pêche, dès l'âge de 6 ans, j'allais déjà avec mon père. J'étais poisson tous les jours à la sortie de l'école. Je descendais au lac et je partais avec mon père. C'est des bons souvenirs? Ouais, des très bons souvenirs. Ouais. Du temps de son père, ils étaient une vingtaine de pêcheurs dans le seul port d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. De l'autre côté du lac, il y a Genève et de bons salaires. Au village, il y a le tourisme. Et le poisson du lac rapporte bien plus dans l'assiette d'un restaurant qu'entre les mailles d'un filet de pêche. Pêcheur à la retraite, Jean Bailly a la nostalgie de son époque. Parfois, il vient prendre des nouvelles du métier. Belles, hein? Pas tellement le bouger, non. Ouais. Ouais, elles sont belles, dis donc. C'est pas des petites, hein? Ah, elles sont jolies, oui. Ouais. C'est un des meilleurs poissons du lac, la ferra. Puis c'est économique, il y a point de déchets, ceux qui achètent une ferra. Non? Non, il y a une petite tête. Ils font ça au courbouillon n'importe comment, c'est bon. Jean avoue avoir passé presque 50 ans sur le lac. Alors pour lui, Ivoire, c'est d'abord son petit port de pêche, baigné par les eaux du Léman. Vous l'aimez, ce lac? Ouais. Ah ouais. Ben, on y a passé une bonne partie de notre vie, hein. Et puis il y a eu des mauvais moments, mais on en a eu des bons. Moi, j'ai pêché un peu avec ma femme. On a eu des bons moments, on a pris du poisson, puisqu'on a pu élever des enfants et puis tout. Alors, on y a gagné notre croûte quand même. Ça n'a pas toujours été facile. Mais on était libres. Des conditions de vie pas toujours faciles dans un village qui comptait avant la guerre une cinquantaine de familles, de paysans et de pêcheurs. Aujourd'hui, Ivoire vit du tourisme. Les habitants sont hôteliers, restaurateurs, commerçants. Paul Jacquier, maire de la commune pendant 50 ans, fut l'artisan de cette mutation économique. C'est sa fierté et toute sa vie. Vous voulez que je fasse voir ma fenêtre où je suis né? Là-bas, le volet vert, sous le toit rouge. Alors j'aurais dit, paraît-il, que ma mère m'aurait porté dans ses bras. J'ai regardé, puis j'ai fait « Oh, ce que c'est beau !» Si beau que même l'Amérique nous envie ce village. Pourquoi vous êtes revenu à Ivoire après avoir parcouru tout le monde? Parce que c'est le meilleur endroit du monde, à Ivoire, sans question. Nous étions les premiers étrangers de venir habiter à Ivoire et nous avons installé, je crois, la première salle de bain du village. Et puis nous avons invité tout le village de venir pour prendre prendre la crémaillère. Alors c'était une autre histoire. Dans ce temps, on n'a jamais pensé qu'Ivoire deviendrait ce qu'il est maintenant. Un compliment qu'aurait apprécié Paul Jacquier, toujours à l'affût d'une critique, épiant les commentaires des touristes, comme il le faisait autrefois. Tellement ça brille, le clocher, hein? Le fameux clocher de l'église, refait il y a 9 ans, le maire avait exigé qu'il brille comme les écailles d'un poisson. Esthétisme et ruse sans pareil pour appâter le touriste. Je n'ose pas trop vous la dire parce qu'elle est commerciale. Nos amis suisses qui habitent en face voient briller le clocher. Alors on l'a fait un peu pour ça. Lorsque nos amis suisses se réveillent le matin, à Lausanne, ils ouvrent leurs volets, leurs fenêtres, regardent si le clocher d'Ivoire brille. S'il brille, c'est qu'il fait beau, ils vont prendre le bateau et viennent déjeuner à Ivoire.
700 000 visiteurs par an et des fortunes qui convoitent ce morceau de rive. Le combat du maire actuel est double. Préserver l'héritage du passé sans perdre de vue l'avenir économique et social du village et de ses habitants. Il faut vivre d'un village comme ça, on ne peut pas en faire un village musée. Nous avons créé 60 logements sociaux. Pour une population sédentaire de 600 habitants, c'est tout à fait remarquable. Le but de l'opération, c'était de maintenir nos jeunes ici. Georges Bécher fut pendant près de 40 ans l'adjoint de Paul Jacquier. C'est donc ensemble qu'ils ont fait grandir ce village et chaque pierre aujourd'hui porte en elle un souvenir. Quand vous vous asseyez comme ça sur un banc du village, à quoi vous pensez? Je pense à tout et à rien, oui, c'est l'intérêt, c'est que j'ai pas de mauvaises pensées, j'ai que des bonnes pensées. J'admire, je rêve. Admirer et rêver au fil de l'eau, le Léman et ses rives nonchalantes invitent au vagabondage. Entre les guerres d'autrefois et les convoitises d'aujourd'hui, ce village se délecte de cet instant rare d'une caresse au soleil couchant. Sainte-Agnès, un village caché, inaccessible à première vue. Un village accroché à la falaise, à 800 mètres au-dessus de la baie de Menton. Un lieu de légende. Ne dit-on pas ici qu'une princesse romaine et son escorte échappèrent à un violent orage en se réfugiant dans une grotte? Sauvée, elle fit construire une chapelle pour remercier sa patronne Agnès. Jusqu'au début du siècle, Sainte-Agnès vit en autarcie, seul moyen d'accès, un chemin muletier. Le village, isolé, reste préservé jusqu'à nos jours. À 86 ans, Anna et Augusta se souviennent. Vous habitez ici depuis combien de temps? Moi, depuis 1914, quand je suis née. Mais mes parents, ils ont toujours vécu ici. Alors, ils vivaient de quoi? Ils étaient agriculteurs? Oui, ils travaillaient à la campagne et ils allaient vendre au marché. Ils allaient vendre à Monaco et on descendait à pied. Et on montait avec du ravitaillement à pied. Ou alors à dos de mulet. Les parents n'étaient pas riches. Ils vivaient que des citrons et peu des olives qu'ils vendaient. Et après, les produits de la campagne qu'on avait pour vivre. Et quand il y en avait un peu de trop, on les vendait, mais... Il fallait 1h30 pour descendre au marché et pour trouver une place. Les parents d'Augusta partaient à 3h du matin. Le dimanche, on allait danser. Votre amoureux, vous l'avez rencontré où, au bal? Non, je l'ai rencontré ici à Sainte-Agnès. Et comment? Eh ben, je me rappelle pas. Il venait danser, oui, venait danser, oui. Et vous, Augusta? Eh bien, moi, on était voisins de campagne, alors on était bien copains. Et puis on était tous copains, on était tous du village. La place du village sert toujours de piste de danse à la Saint-Jean et au 14 juillet. Et les fêtes sont toujours ponctuées de chants en hommage à Sainte-Agnès. Sainte-Agnès, c'est aussi un lieu auquel on s'attache, comme Jean-Claude, arrivé d'Auvergne il y a 20 ans. Pour lui, l'âme du village, c'est le château médiéval. Sous la surveillance des Bâtiments de France, des jeunes, en contrat emploi solidarité, restaurent les ruines. À côté du chantier de réinsertion, les fouilles reconstituent l'histoire du site. On a retrouvé des traces du néolithique, des traces de l'âge du bronze. Et puis, alors là, c'est plus du tout des hypothèses. On a retrouvé des tessons de l'âge de l'époque romaine, et puis surtout médiévale. L'occupation de ce site stratégique à 4 km de la mer, à 5 km de l'Italie, n'a pas échappé aux architectes de la ligne Maginot. Le fort Sainte-Agnès reste le bâtiment le plus méridional. 5500 mètres carrés de galeries, où 350 militaires pouvaient tenir un siège de 3 mois. Une véritable ville souterraine. Gilbert est né à Sainte-Agnès. Il a vu construire le fort en 1932. Aujourd'hui, il est guide. La proximité du plus redoutable des forts de la région a-t-il perturbé les habitants? Les habitants ne se sont pas posé de questions. Ils ont vu que du travail était fourni à certaines personnes du village, telles que les maçons, les terrassiers. Et ensuite, le commerce a prospéré à l'intérieur du village, parce que les militaires en général allaient consommer dans les bars,
guinguettes qui étaient ici, quoi. Aujourd'hui, plus de guinguettes, mais des restaurants pour accueillir les touristes. Alors, le soir, les Agnésois se retrouvent autour d'une partie de pétanque. D'ailleurs, les anciens ne sont pas peu fiers aujourd'hui. Ils fêtent l'entrée de Sainte-Agnès dans le Gotha des plus beaux villages de France. Au pied des Aspres, entre deux causses, c'est l'heure de l'Angélus à Castelnau. Veillé par son château face au soleil levant, 1000 ans d'histoire accrochés au flanc des rochers. Une ruine au XVIe siècle, sa reconstruction a commencé au milieu du XIXe, mais sa vraie restauration a débuté vers 1950. À l'entrée, première rencontre, Étiennette. Les coloquettes, c'est des décorations très jolies. Née dans un village voisin, elle vit ici depuis son mariage. Pas facile au début, mais c'est là qu'elle a construit son bonheur. Dans sa boutique, on trouve toutes les senteurs de la colline. Puis quelques amandes de nos amandiers, quelques noisettes que nous laissent encore les sangliers. Chacun entretient, restaure, embellit comme il peut. Il faut, si notre village doit être beau, il faut que chacun y mette du sien. Hein? Je me structure moi aussi en restructurant la maison, parce que, étant donné que je suis dans un territoire très particulier. Le style de la maison de Régis est très représentatif de celui du village. Autour de l'escalier central, le rez-de-chaussée était pour le grain et les bêtes, le premier étage pour les hommes. Bonne journée. Quant au toit... Le toit est très caractéristique. Bon, vous avez là tout le canal qui vient en saillie d'une vingtaine de centimètres. Hein, et dessous, vous avez 3 cailloux. Donc, un caillou perpendiculaire au mur, un autre en diagonale et un autre perpendiculaire au mur. Ces cailloux sont décorés de dessins à la chaux, hein, très différents les uns des autres. Et ça vient d'où ces décorations? Alors, ces décorations, on les retrouve en premier dans l'île de Majorque, parce que la région était liée au royaume de Majorque, et il y avait beaucoup d'échanges. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce ventre dans le mur? Ce ventre, c'était un ancien four à pain suspendu. Donc l'entrée du four était en général près de la cheminée à l'intérieur de la maison. Et vous aviez comme les fours à pizza. Pour les gouttières, les Catalans ont trouvé la solution depuis bien longtemps. Celle-ci est tout à fait récente. Mais vous avez un bon exemple des gouttières typiques des Aspres. En terre cuite, vernissée, vert en général, vert ou ton terre cuite émaillée naturelle. Et vous en trouvez de nombreux exemples dans les maisons de Castelnau et des villages alentours. Hein. Pour l'écoulement d'eau, on a préféré la terre au métal. Bien sûr, parce que la terre cuite, ça canalise très bien l'eau. Hein. Depuis les Romains, les canalisations étaient en terre cuite. Au fil des rues, on trouve de très gros boulets qui n'ont pas toujours été des éléments de décoration. Ah non, loin s'en faut, hein, surtout pour ceux qui l'ont reçu sur le coin de la figure. En quelle époque? 1285. Voilà. Vous voulez savoir pourquoi, peut-être? Oui, bien sûr. Hein, bien. C'était une offensive, hein, en signe de représailles. Une offensive aragonaise contre, disons, un des vassaux du roi de Majorque. C'est de ce roc de Majorque que les boulets ont été lancés par catapulte sur le château. En face du château, l'église romane. Elle a une porte dont les ferrures multiples attirent l'attention. C'est d'abord pour ne pas que l'assaillant, avec sa hache, puisse martyriser le bois et pénétrer dans l'église. Mais n'oublions pas que l'église est également un lieu sacré, un lieu de culte. Eh bien, nous allons avoir également une protection spirituelle. Une volute, qu'est-ce que c'est? Une spirale. Hein, c'est la seule figure géométrique qui n'a pas de fin. Hein, elle part du néant pour aller vers l'infini, mais également, elle peut aller de l'infini vers le néant. La croix catalane veille sur le village. Mais Castelnau a aussi son ferronnier d'art, Henri Bourguer, disparu récemment. Il a laissé sa marque dans chaque rue, chaque maison, tout en respectant la sobriété médiévale. Il a forgé des pièces personnelles, rudes ou délicates, un héritage commun qui unit tous les habitants. Ça a été dur au début, mais petit à petit, ça a été merveilleux. Je ne vivrai pas ailleurs, je pense. Non. Vous savez, on ne s'en lasse jamais de le voir maintenant.
Il était peintre américain, riche de surcroît. C'est lui, Alfred Klotz, qui a sauvé le château de Rochefort-en-Terre et son village. Au début du XXe siècle, il achète les ruines de ce qui fut une forteresse médiévale, puis le fief des seigneurs de Rochefort. Il transforme le domaine en château Renaissance. Son atelier est encore là. L'ombre d'Alfred Klotz, véritable mécène venu de Baltimore, hante encore les lieux. Monsieur Klotz avait des moyens financiers importants. Il a fait des travaux importants pour redonner aux anciennes dépendances l'aspect d'un petit château 16e. Et il a été surtout, et sans doute, un stimulant pour inciter les habitants ou leur donner l'idée, en tous les cas, de préserver leur patrimoine, puisque aucune activité économique particulière ne permettait une richesse ici. Les maisons étaient vouées à partir en ruine ou à s'abîmer ou à ne plus être ni occupées ni entretenues. Et M. Klotz a été un élément incitant les habitants à préserver leur bâti et leur belle maison. Sur la place, le Café Breton, lieu de rendez-vous des villageois. Un décor chaleureux. Un établissement aménagé en 1930 par Alfred Klotz, encore lui, et son fils Trafford, également peintre. Les deux hommes sont morts jeunes, mais leurs œuvres demeurent. Monsieur Klotz avait acheté le café pour l'anniversaire de son fils, les 20 ans de son fils donc. Et comme c'était des peintres, c'est lui qui a peint toutes les peintures qui sont autour. Ça représente un mariage avec des gens de Rochefort. Et les meubles qui sont là, c'est des meubles qu'il a amenés du château. Et tout l'intérieur est resté depuis, comme M. Klotz l'a meublé. Rochefort-en-Terre, un village fier de son passé. Au XIIe siècle, construction d'un château fort. Dès lors, les Rochefortais vont connaître une histoire mouvementée. Il y a eu les conflits Bretagne-Couronne de France, il y a eu les guerres de religion, et puis il y a eu la Révolution surtout, qui là a fait que le château a été totalement détruit par les révolutionnaires. En répression à la chouannerie dans la région qui a été très, très vive et très active. Les 600 habitants de Rochefort-en-Terre suivent l'exemple d'Alfred Klotz. Les restaurations sont faites selon les méthodes employées par les anciens. Les lavandières ont disparu, mais le lavoir, lui, fait peau neuve. Au niveau des matériaux employés, ce sont exactement les mêmes qui étaient auparavant. Murs démolis et récupérés pour mettre en place. L'église a elle aussi son histoire, ou plutôt sa légende. Elle a été construite au XIIe siècle, là où une bergère aurait découvert dans un tronc d'arbre une statue de la Vierge. Dans les ruelles de ce village fleuri, un leitmotiv, des enseignes en fer forgé. Jeu des formes, jeu des couleurs. À l'intérieur des maisons anciennes, de nombreux ateliers. Plusieurs artisans, pour ne pas dire artistes, vivent à Rochefort-en-Terre. Potiers, souffleurs de verre et même un maître faïencier attaché à sa Bretagne natale. Quand on a des origines bretonnes, quand on est breton, on est vraiment imprégné par l'âme du village. Et les alentours sont magnifiques. Mais bon, ça n'inspire pas seulement que les Bretons. Évidemment, il y a beaucoup d'artistes qui viennent, notamment des artistes américains et des artistes d'un peu partout. Et oui, Alfred Klotz, notre mécène américain, a fait connaître Rochefort-en-Terre bien au-delà de nos frontières. Ce village attire les artistes, les passionnés d'histoire et les amoureux des belles pierres. Les seigneurs de Rochefort avaient construit là une petite ville, dans un cadre champêtre, un décor qui pourrait inspirer les cinéastes. La mélodie d'un garçon corse un soir d'été sur la place de l'église. Les accords d'une vieille chanson au petit matin dans les ruelles du village. Piana face à la mer, à la lumière d'une journée qui commence. 6 heures du matin dans le golfe de Porto, Antoine Bachidou sur son bateau de pêche au pied des calanques de Piana.
Je vais commencer à tirer le premier filet. Hein. Comme on a pour 2h30 à peu près, faut pas s'endormir. Les Corses n'ont jamais été un peuple de pêcheurs. Comme beaucoup de villages perchés sur les hauteurs à l'abri des envahisseurs, Piana n'a apprivoisé la mer qu'au début de ce siècle. Aujourd'hui, le village n'a plus que 2 pêcheurs, dont Antoine, qui a repris le métier de son père il y a 8 ans. Je ne regrette pas le choix. Parce qu'on vit dans un pays de rêve, c'est vrai. Et tous les matins, si vous voulez, on s'attend à découvrir quelque chose de nouveau. Quand je tire mon filet, bon, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont monter ce matin? C'est beau chapeau. Regardez-moi ça. Bon, allez, on fait bon poids, on fait 16 kilos. Hein. C'est bon. C'est bon? Merci. Après, je donne un peu de soupe aussi. Hein. Madi est l'hôtel des Roches Rouges ou l'histoire d'une passion. Celle d'une femme pour un hôtel presque centenaire qui, telle une sentinelle, veille sur son village. Il est un peu de l'âme de Piana, il est toute la vie de Madi. À 14 ans, Madi quitte son village pour travailler. Elle n'a jamais cessé depuis. Femme de chambre, serveuse, gérante, et puis un jour, le pari fou, fermé depuis 20 ans, l'hôtel se meurt, elle l'achète. Je suis arrivée ici un 18 mars, après 20 ans de fermeture. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vitres aux fenêtres, tout était à refaire. Alors je dis, bon, il ne faut pas baisser les bras. Et puis voilà, maintenant 12 ans qu'on est là. Et je sais pas, j'ai envie de pleurer. Église Sainte-Marie, la messe va commencer. On sonne à 4 heures parce que pour avertir les gens qui vont venir à la messe. Alors là, ils ont le temps de s'apprêter. À 17 ans, on donne juste un petit coup comme ça pour dire la messe va commencer. Contre le mur de l'église, d'autres fidèles, les adeptes de la palabre. Une messe païenne qui se célèbre en fin de journée assis à l'ombre avec une vue dégagée, le regard aiguisé, le verbe prolixe, un cérémonial que François pratique avec talent. Dans la match là, oh. François Giovanelli. Ouais, je suis un légionnaire, je suis habitué à la dure, moi. Figure incontournable de Piana, demandez-lui donc de vous parler de sa vie de berger, il saura vous en servir, joueur et narquois, tous les archétypes. L'hiver, on se lève un peu plus tard. Mais arrivé lorsqu'il fait un peu chaud, c'est plus de bonheur. Et après? Et après, on va derrière, on la regarde. Et on pense, on médite, qu'est-ce qu'on a à faire? À la retraite, François a gardé quelques chèvres pour le plaisir. Le soir, dans les calanques, elles montent chercher la fraîcheur dans ce décor de roches rougeâtres dont le soleil ravive l'incendie, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. La légende raconte que Satan, repoussé par une bergère dont il s'était épris, déchaîna sa colère et pétrifia la belle dans un paysage peuplé de chimères. La mélodie d'un garçon corse un soir d'été, les calanques de Piana à la lumière d'une journée qui se termine. C'est à 8h30 tous les matins que le facteur passe à Beuvron. Quelques 270 habitants, un village au creux du pays d'Auge, à 25 km de la mer. Là, tout s'organise autour de la place et le long de sa rue principale. Ça a bien marché hier? Ah bon, toi, tais-toi. Toutes les maisons sont à colombage, un style qui crée une harmonie, une unité. Des plus simples aux plus cossues, elles sont de pierre, de bois et d'argile. Et il y a 22 ans, c'est dans des conditions toutes particulières que la halle centrale a été construite. Elle a bénéficié de 2 concours. D'une part du bénévolat, pour un petit village c'était exemplaire, et deuxièmement de la possibilité de récupérer les matériaux de grange lors de la construction de l'autoroute de Paris-Caen. À l'époque, à côté, il y avait cette vieille façade de ciment. Son propriétaire en a fait ceci. Bon, au point de vue travail, ce n'est pas tellement compliqué parce qu'il faut un mètre, un fil à plomb, un niveau, un bedane et un ciseau bois, et ça suffit. Hein. Ça, c'est des bois qui ont été récupérés à Lisieux. Et vous savez que Lisieux était une ville sinistrée en 1944. Elle a subi donc par conséquent beaucoup de bombardements. Nous avons dans la façade, et ça à plusieurs endroits, des impacts d'éclats de bombes. Et ces tuiles-là, vous voyez, je les ai taillées une par une, toutes à la pince. C'est presque
Un sandwich, une tranche de mortier, une tuile, tranche de mortier, une tuile. D'autres entretiennent leur maison régulièrement. Oui, j'ai réparé toute ma maison, oui. Une partie de la maison. Qu'est-ce que c'est comme bois Ça dépend des pièces. Les pièces qui sont dans le bas, la sole qu'on appelle ça, c'est en chêne, souvent en général. Et puis les colombas, c'est de l'orme. Beaucoup d'orme. Au bord du village, ce sont des peupliers le long de la rivière. Quelques champs du pays font une pause, le temps de parler de ce fameux caractère normand. Son tempérament, quoi. Mais gentil avec des gens qui sont gentils. Voilà. Rappelez-vous de ça. Gentil. Si nos amis discutent autour d'un verre de bière, ils ont peut-être oublié que Beuvron est sur la route du cidre. Chez nous, il n'y a pas de rang, vous voyez aussi. Là, on va pas mettre un pommier à une place parce que c'est humide, on met un pommier à une place où c'est qu'il peut vivre. C'est pas de l'alignement systématique. Ça demande beaucoup de soins. Le pommier, vous savez, je ne traite pas mes arbres. Les véreuses, c'est les moutons qui les mangent, et puis les pommes, elles sont naturelles. Et de la pomme aux chevaux, il n'y a qu'une foulée. Comme beaucoup de communes de Normandie, bien sûr, Beuvron a son haras. Dans les fenêtres, on les débourre et puis on les entraîne. Et après, ils partent en compétition, soit dans le sud-ouest ou soit chez des bons entraîneurs. Il n'y a plus que 3 agriculteurs à Beuvron. Il y en avait 25 après la Seconde Guerre mondiale. Une ferme est même située au cœur du village. On peut y acheter son lait, beurre, fromage, confiture. Et bien sûr, le cidre est toujours très apprécié. Donne un petit peu à Sophie. Pas plus. Bien agréable pour les touristes de faire une pause à Beuvron. Si plaisant de voir comment ses habitants soignent leurs maisons, leurs fleurs. On peut flâner dans les rues, découvrir la rue de la Catouillette. En normand, se catouiller signifie se chatouiller. Et pour ne pas avoir de regrets, on peut toujours faire un dernier tour vers les produits du pays, se laisser tenter une dernière fois et emporter quelques savoureuses spécialités de la Normandie. T'imagines les petites tartines chaudes demain matin? C'est un village perché au-dessus du Lot, dans un écrin de verdure. De bon matin, les rues de Saint-Cyr-la-Popie sont encore vides. C'est le meilleur moment, voilà. Jusqu'à 11h, c'est très très bien. Le village est calme. Et après? On retrouve la sérénité, l'air et tout. Et après, c'est la foule. La foule viendra plus tard admirer ces maisons bâties entre le XIIe et le XVIe siècle, où chaque rue attire le regard, car ce village médiéval a été préservé. Pendant une année, il y a l'amélioration. Parce qu'on l'aurait pris il y a 50 ou quand même 40 ans, c'était à l'abandon. Il y a 30 ans, on a fait disparaître antennes télé, poteaux et lignes électriques au-dessus des toits aux tuiles plates. Et chaque fois que l'on restaure, c'est pour embellir Saint-Cyr. Pour regarder un peu la tradition du pays, il faut travailler avec la pierre du pays. Et ce village alors? Nous on le voit tous les jours, alors on sera même plus content qu'il vous. Alors ici vous êtes à 128 mètres d'altitude. De la pointe du rocher au Lot, vous avez 128 mètres à pied de falaise. Le pigeonnier, là, ce bosquet d'arbres, c'est la demeure du peintre Bourget. Ici vous avez un panorama de 30 km de vue dans la vallée. À 78 ans, Georges Cabessu est l'un des rares Saint-Cyricois à habiter ici l'hiver. Il y a 40 ans qu'il guide les visiteurs dans ces rues aux pierres usées depuis 5 siècles. Ici, vous trouvez des maisons du 15e siècle, dont les beaux-arts ont étayé toute la façade. Ils ont changé que la poutre principale du bas qui tenait le tout. Vous voyez que les murs n'ont pas bougé. Les murs mitoyens n'existent pas pour éviter la destruction des maisons. Toutes les maisons sont séparées par 33 cm, ce qu'on appelle le pudonome. Georges a appris l'histoire de son beau village et ses péripéties. De Pépin le Bref à Louis XI, des guerres de religion à la forteresse démantelée par Henri IV, il connaît tout. Richard Cœur de Lion qui a fait le siège pendant la guerre de 100 ans, mais il n'a pas pu le prendre parce qu'il y avait 3 seigneurs qui régnaient à l'époque. Il a fait le siège, mais jamais le château n'a été pris.
À Saint-Cyr, les maisons gardent le souvenir des différents artisans qui ont fait la prospérité du village, comme les tourneurs sur bois. Ils étaient une quarantaine à posséder une échoppe à la fin de la dernière guerre. La grosse corporation, c'est de tourneurs sur bois. Mais en 1810, c'était les robinetaires. Ils faisaient le robinet pour expédier dans les caves de Bordeaux pour pouvoir tirer le vin à la barrique. La plupart des maisons ont été réhabilitées par des artistes. Raoul Dufy et bien d'autres peintres connus, attirés par la beauté des lieux, ont séjourné ici. Et ils inspirent encore de nombreux amateurs. Il y a eu beaucoup de peintres à Saint-Cyr. Ici, cette maison, elle a été Henri Martin, on peint Henri Martin, mais maintenant c'était la demeure d'André Breton, le pape du surréaliste. Et c'est une maison du XIIIe siècle. Avec Georges, on n'en finirait plus d'arpenter ces venelles aux balcons fleuris, aux murs de pierre blonde, aux vieilles portes en bois. Il est passé et repassé ici des milliers de fois. Alors voici le coin que je préfère le plus. Cette rue, on appelle ça la Poudonne. La Poudonne, ça vient du dialecte en patois, on y voit comme dans un pot. Les gens ne parlent plus le patois maintenant. Ils ne parlent plus le patois, mais dans ce village, ceux qui sont restés comme Georges ou le cantonnier savent pourquoi. Moi, je suis heureux. Ouais. On n'aime pas. Moi, je suis bien ici. C'est un beau village. J'irai pas en ville. Non, ça s'achète pas, ça. Hein. Ah ouais, c'est un beau village, ouais. À Saint-Cyr-la-Popie, l'été a déjà commencé avec son cortège de visiteurs. Rançon du succès, le village en a reçu l'an dernier 400 000. Bernard de la Tour et Bertrand de la Tour, son frère, donnèrent à la ville de Bessa et Udurin Sobrissé, à tous les hommes. Gaston lit couramment la charte de Besse en patois, un texte précurseur écrit 500 ans avant la Révolution française. On cite les hommes et les femmes à tous les articles. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà égaux à cette époque-là? Complètement égaux. Une femme héritée des biens, enfin si elle était l'aînée. Et le droit de vote étant lié à la possession d'une maison, une femme était électrice si elle était propriétaire de maison. Et c'est encore une femme, Catherine de Médicis, qui a donné tout son essor à Besse. Seigneur de la cité médiévale pendant 70 ans, elle contribue à la notoriété de ce bourg et lui donne son cachet Renaissance. « 1800 Bessards vivaient à l'intérieur des remparts sous la protection de la Vierge Noire de Vassivière. Mais aujourd'hui, les naissances sont devenues rares. Quand il y a une naissance à Besse, c'est un accident. C'est dans l'ambulance des pompiers ou dans une ambulance qui conduit la maman à la maternité. 15 à 20 nouveau-nés par an quand même derrière ces murs ou ces toits de lauze. Un rien classique, me direz-vous. Pourtant, les Bessards avaient aussi de la fantaisie. Par exemple, ces maisons dites de gendarmes à cause de la forme du toit, des maisons étroites où les agriculteurs se changeaient avant la messe dominicale. Ou ce manoir, le rêve d'un original. À partir de remparts que l'on devine, eh bien, un propriétaire a installé sur ces remparts une maison. Et cette maison est installée à partir de tas de vieilles pierres, certaines donc 15e, d'autres 16e, d'autres 17e, des pierres venant de l'église ou des vieilles maisons. Et ces vieilles pierres l'ont permis de reconstituer une maison dite gothique. Besse-en-Chandès n'est pas seulement une cité historique, c'est aussi un marché agricole. Grâce à ses caves, c'est un des hauts lieux du Saint-Nectaire. Ces caves sont construites dans la terre du pays et dans la roche volcanique. Cette roche est certainement particulière pour affiner nos fromages. Elle conserve beaucoup d'humidité et c'est très important pour l'affinage du Saint-Nectaire. Betty n'affine pas toute sa production. Elle en vend une partie aux affineurs industriels. Il y a 217. 30 tonnes de fromage frais changent ainsi demain, tous les lundis. Ça se vend ce miel? Tout doux, tout doux. Tout doux? Il en reste encore. Ah, il en reste encore, oui.
Et tous les lundis matins, c'est jour de marché et jour de fête pour Clément, le garde champêtre, qui encaisse le droit de place des marchands. Je mesure à l'œil, sans décamètre et 100 mètres. Clément, voilà, je prends l'argent de la main droite et je le redonne de la main gauche. Vous gagnez combien d'argent dans une matinée? Gagner ou ramasser? Ramasser, allez. Ramasser, 3000 francs. Car ici, tout se calcule, tout se compte, même pour le facteur. Je me suis acheté un petit instrument, ça s'appelle un podomètre. Je vérifie tous les jours à peu près comme ça. J'ai mon petit truc. Et aujourd'hui, j'ai fait 5 km 500. Voilà. Maria, je vais te dire, ma femme, elle n'est pas là, ton mari n'est pas là non plus. Non, mais bon. Bonjour. Allez, bonjour. Allez, ça suffit, hein. Clément s'occupe depuis 23 ans de la ville et Besse le lui rend bien. Mais ne devient pas Bessard qui veut. Honnête, courageux, travailleur, voici les 3 qualités pour être adopté par la ville. Ses habitants, rendus rudes par le climat, se préservent toujours derrière ces murs austères. Et rien n'a changé depuis cette gravure du XVIe siècle, commandée par Catherine de Médicis. Mais aujourd'hui, toujours d'esprit aussi conquérant, Besse en Chandès s'ouvre au tourisme et initie l'homme de passage au mystère de son histoire. On a même remarqué que toute la France est venue à Najac. C'est pas vrai. On a marqué les numéros de matricule de voiture, toute la France entière, je ne compte pas les étrangers, vous voyez. Et pourtant, tout le monde vous le dira, que vous veniez de Toulouse, de Paris ou bien d'ailleurs, la meilleure façon de découvrir Najac pour la première fois, c'est le train. Bah oui, le train, oui, ils arrivent là, puis de là, ils montent sur le village. Vous voyez, vous avez le château là, vous avez vu la vue, regardez la vue un peu. C'est quand même beau. Une vue et une position hautement stratégique. Najac et son château gouvernent cette partie de la vallée de l'Aveyron depuis le XIIIe siècle. Drame cathare, guerre de 100 ans ou révolte des croquants, les vieilles pierres ont tout vu. Vous savez ce qu'on a dit du château? C'est qu'il avait été démoli par les Najacois eux-mêmes. Et pourquoi? Il avait servi de carrière de pierre. Et les maisons étaient construites avec les pierres qui venaient du château. Ça, c'était à la Révolution française. Mais tout cela, comme on dit, c'est du passé. Najac et son château ne font qu'un, accrochés l'un à l'autre le long de l'unique rue principale, au-dessus de cette interminable crête rocheuse. Et dans notre petit nid de Najac, tout près de moi tu viens t'asseoir, ta voix tendrement me rappelle cette douce prière du soir. Quand on s'aime bien tous les deux, la vie semble plus jolie, toutes les peines s'oublient dans un doux baiser d'amoureux. C'est un village qui vous a coûté cher, là? Ben, il m'a coûté cher à moi, au contribuable, et puis à l'État aussi. L'État nous a quand même beaucoup aidés. Élu municipal depuis 50 ans, Hubert Bouissière connaît bien chaque pierre de sa commune. Il en connaît surtout le coût des restaurations successives. En achetant également des réserves foncières pour installer des villages vacances, ou des maisons en ruine en plein cœur du village pour en faire des gîtes, il a pris conscience très vite, dans les années 70, de la valeur touristique du site. Ah, il fait bon vivre. On est bien, puis c'est passager, c'est très gai. Moi je trouve ça magnifique. Et mieux que ça, c'est à l'automne, quand les feuilles grossissent. Vous avez différentes couleurs, différentes essences, vous avez des couleurs magnifiques à l'automne. Plus qu'au printemps. Il faut aimer, quoi. C'est vrai que l'hiver, on se sent un peu seul. Bon, quand vient le soleil, il y a du monde. Du monde, c'est vrai, il en passe beaucoup. L'été, surtout. Najac triple sa population. Autour de ce piton rocheux médiéval, les méandres de l'Aveyron et les collines avoisinantes ont toujours séduit les vacanciers. Et si monsieur le maire ne manque pas de talent ni de générosité pour faire connaître son village, la beauté du site ne suffit pas. Najac et son passé doivent maintenant penser à son avenir et s'attirer une nouvelle jeunesse. À l'heure des vêpres dans l'abbaye de Sénanque, le chant des moines cisterciens. Une caresse qui effleure les brins de lavande,
Un écho qui se frotte contre la pierre de Provence, une rumeur qui s'évanouit dans la complainte d'une fontaine, c'est ici que l'histoire de Gordes commence. Le village est né ici. Ici, c'est la fontaine du Bas, seule source d'eau courante pendant des siècles pour tout le village. Elle est très potable, très bonne. Vous voyez. Elle est bonne, excellente. À l'image de cette fontaine, André Icard est un peu la mémoire de Gordes. Écoutez son histoire, elle se passe en Provence et se raconte au fil de l'eau. Au XIXe siècle, les habitants de la ville haute réclamaient leur point d'eau. En 1826, sur la place du château, une deuxième fontaine voit le jour. C'est tout l'avenir du village qui en est modifié. Je ne sais pas si c'est ce qui a entraîné un accroissement de la population, mais il faut reconnaître que dans les chiffres démographiques que l'on a, la suite des recensements de Gordes, le maximum de population a été constaté aux environs des années 1850. Gordes attendra encore un siècle avant d'avoir enfin l'eau courante. Et il était temps. Avec 850 habitants seulement, le village sombrait dans l'oubli. Il s'est depuis refait une nouvelle jeunesse, fort de ses 2500 âmes. On arrose les plates-bandes et l'on se désaltère, l'eau coule à flot, mais André et Jeannot n'ont pas oublié pour autant. Oui, l'eau est arrivée en 56. L'eau. En 57. 57. 57. Avant, on buvait que du vin et du pastis. Il n'y avait pas d'eau. On buvait que du vin. Mais vous allez chercher de l'eau, en bas. Avant la guerre. Je me rappelle, moi, là, dans des bidons, là, les... Mais il y en a qui mettaient un tonneau sur une charrette. Oui, je me rappelle bien. Ben, il faisait 700 ou 800 mètres, 1 kilomètre, on va chercher de l'eau. Hein. Pour faire boire les chevaux, pour faire boire les moutons. Hein. C'était pas dans toutes les fermes qu'il y avait de l'eau, là, des puits. Hein. Oh là là, c'est fait les revivre ça, là, mon Dieu. Ah, ici à Gordes, c'est un pays, il n'y a pas de cocu. C'est vrai, il n'y a pas de cocu ici. Parce que le Mistral, le Varnet, les décorne tous. Un air de Provence à l'heure du marché. Sur la place du château, Gordes affiche ses couleurs et ses accents. À votre bonne santé, messieurs, dames. À votre santé, madame. Le temps d'un matin, le village retrouve l'animation bruyante de cette riche cité vouée aux arts et aux négoces qu'elle était autrefois. Au bout d'un couteau d'artiste, Gordes dans l'une de ses plus belles expressions. De Chagall à Vasarely, tant de peintres comme Roger Di Bianco qui se sont laissés envoûter par ce rocher. 75 couleurs sur sa palette et la passion des premières heures pour ce village, voilà 3 ans qu'il le peint tous les jours. Gordes fait partie vraiment de ma vie. Je peins Gordes presque tous les jours. Il y a cette mise en scène aussi que chacun l'interprète à sa façon. Voilà. Quand le ciel il est bleu, ben, on a envie de le rendre des fois plus bleu. Comme on dit chez nous dans le midi, un peu plus que plus. Bleu comme le ciel, bleu comme l'eau d'une source, du fond de la vallée jusqu'au sommet de l'éperon, de l'abbaye de Sénanque jusqu'au château, Gordes s'étire tout en hauteur, fier et tranquille, enrobé dans sa pierre de Provence. Vézelay, c'est tout d'abord une basilique, celle qui depuis 8 siècles accueille pèlerins et touristes par milliers. Un chef-d'œuvre de l'art roman aux pierres calcaires colorées, construite à la gloire de Marie-Madeleine. Ces rayons de soleil, les bâtisseurs lui ont donné rendez-vous un jour précis au centre de la nef en plein midi, alors que le soleil est au plus haut dans le ciel. C'est au solstice d'été
au jour de la fête de Jean le Baptiste que se manifeste le chemin de lumière. Et justement, Jean-Baptiste avait dit « Je ne suis pas la lumière, mais je viens rendre témoignage à la lumière ». Alors dans cette basilique qui est construite comme un chemin vers la lumière, un chemin de lumière vers la lumière, eh bien, Jean-Baptiste est celui qui nous présente la lumière du monde, juste au-dessus de lui, le Christ qui nous accueille les bras ouverts. Et c'est un village qui opère une magie pour certains qui le découvrent. Ainsi Philippe. Il est venu il y a 15 ans pour le visiter et il y est resté. Il a un côté apaisant et plein d'énergie en même temps, quoi. Et il faut pouvoir combiner les deux, mais c'est un village qui vous prend et qui vous garde ou bien qui vous rejette aussi, comme tous les lieux de force. Mais je crois que la clé, c'est l'amour de l'endroit, quoi. Chaque maison raconte l'histoire des générations qui ont vécu dans ces murs. Souvent tourmenté, Vézelay a connu querelles et conflits, guerre des religions et révolutions. Un cœur pour une maison de rendez-vous, une coquille pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Chaque pierre marque un souvenir. Les caves, la partie la plus ancienne du village. Chaque maison a la sienne, ici celle de la mairie. Elles abritaient autrefois les pèlerins. Vézelay était capable d'accueillir plus de 10 000 personnes. Ce qui se passe là, c'est le coffre-fort de dans le temps. Et ici, c'est l'endroit où il y a le pot à salut. Vous voyez? Et alors, le pot à salut, vous pouvez passer la main partout, vous sentez le pot à salut. Sauf les louis d'or qui n'y sont pas. Alors ici, c'est une physionomie. Moi, ça me dépasse. Le travail qui a été fait. Que ce soit ici ou à la basilique, parce que je visite un peu partout, mais il fallait le faire. Du haut de la basilique, un regard sur le Morvan. Côté sud, ce sont les vignes. Elles retrouvent leur place, abandonnées depuis le 19e siècle. On resserre la végétation, donc la vigne, dans les fils de fer, pour pas qu'ils aient contact avec le sol. On a acheté, loué, défriché, planté. On a monté un domaine de 10 hectares. Il ne faut pas rêver, il faut quand même travailler pour arriver à faire un nom au vin. Et je pense qu'il faut compter une génération, le travail d'une génération pour arriver à faire un nom. Mais à l'heure actuelle, c'est bien parti, quoi. Et les bouteilles ont tout naturellement trouvé leur place dans les caves que les propriétaires ont redécouvertes sur plusieurs étages. Des caves plus grandes que la maison elle-même. Elles étaient emblayées jusqu'à 1500 mètres cubes de terre. Les voûtes sont intactes. On n'a pas touché aux enduits, on n'a pas refait de joints, on a laissé telles quelles qu'on les a trouvées. Elles sont aussi vieilles que la basilique, mais plus vieilles que le village. Plus secret le côté nord. Cette croix marque le lieu du départ de la deuxième croisade lancée par Saint Bernard en 1146. À côté la Cordelle, le cloître des franciscains présent à Vézelay dès le XIIIe siècle. J'étais venu en retraite ici en 1963 et j'y suis encore. Plusieurs personnes, depuis que je suis là, m'ont dit, vous savez, on ne croit pas du tout, mais quand on vient ici, eh bien, on se sent bien et on se sent en état de prière. On se sent dans la paix surtout. Ainsi coule la vie au pied de la colline à Vézelay. Collonges-la-Rouge, petit bijou de l'architecture. Collonges-la-Rouge, que l'académicien André Mauroy surnommait ville de rêve. Construite sur un site gallo-romain, Collonges se développe au 8e siècle autour de son église. Le village appartiendra à la vicomté de Turenne avant d'être rattaché en 1738 à la couronne de France. L'originalité de Collonges, ses pierres de grès rouge. Aujourd'hui, les carrières de la région ne sont plus exploitées, les matériaux sont récupérés sur des bâtisses laissées à l'abandon. Restauré aux normes d'antan, un art que quelques artisans exercent encore avec amour. J'ai débuté avec mon grand-père et voilà, maintenant c'est moi qui continue. Le grand-père n'est plus là, mais c'est moi qui continue. Est-ce que vous avez des enfants prêts à prendre la relève? Oui, j'ai un fils, oui, qui certainement va continuer de faire ce travail, oui. Tant qu'il y aura du travail, il continuera. On l'a connu en ruine, Collonges. Il y a 40 ans, c'était pas joli. Hein. Et maintenant, quand même,
On vient le voir d'un peu partout. Les amateurs de belles pierres aiment à se promener dans les dédales de ces rues. Collonges-la-Rouge bénéficie d'un microclimat. Collonges-la-Rouge, un village où il fait bon vivre. La majeure partie des habitants sont des retraités qui oublient là le stress et le bruit des grandes villes. Les voitures sont même interdites d'accès. Place au calme, à la sérénité. À l'image de Voltaire, ici, chacun cultive son jardin. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Les gens qui ont passé là leur enfance ont un goût exceptionnel pour Collonges. Et je vois dans ma famille les petits-enfants ou cousins, etc., qui ont parcouru un peu Collonges, se sentent tellement chez eux qu'ils emportent ce goût de Collonges. On se promène dans ce village comme on se promènerait dans sa propriété. L'association des Amis de Collonges a été créée pour que le village soit restauré et puisse continuer à vivre. Collonges-la-Rouge a su garder le charme de son passé, un décor qui pourrait, sans nul doute, inspirer bien des peintres. Un chant basque de bienvenue pour lever le voile d'un matin d'été sur le village de Sar. Saran Astia. À Sar, on a le temps, dit le proverbe basque. Le temps de vivre au rythme d'Amachi, la grand-mère, au rythme immuable de la campagne, aujourd'hui comme hier. À Sar, on prend le temps d'écouter les récits des anciens, toutes ces histoires de contrebande sur la frontière espagnole, le travail de la nuit, comme on le disait au village. Nous avons 32 kilomètres de frontière d'un bout à l'autre du village. Une frontière dont ils connaissent tous les secrets. Pour échapper aux douaniers, il fallait sortir des sentiers, franchir les torrents, en prenant tous les risques. De façon que l'eau, le courant ne les emporte pas, ils allaient par petits pas, pour ne pas perdre l'équilibre, avec un copain en plus sur le dos, pour que la charge maintienne sans être emportée par le courant. Du sel, de l'alcool, des pneus, de la saccharine et du pain blanc pendant la guerre, tout est passé au travers de cette frontière. Pour beaucoup de familles aux revenus agricoles trop modestes, la contrebande était hier une nécessité. Aujourd'hui, c'est le tourisme qui permet aux jeunes de garder la ferme et de rester au pays, et inversement, les 90 exploitations de la commune participent à l'attrait touristique du village. Saran Astia, à Sar, on a le temps, la notion du temps passé et du temps à venir. Il y en aurait bien un pourtant dans ce village qui n'a plus le temps de voir passer le temps. Jean-Pierre Lemoine filtre à touristes pendant l'été, garde champêtre de son état. Seul sur son carrefour, cerné de part en part, il gesticule. À son approche, les automobilistes s'enfuient. C'est quoi le secret pour être un bon policier à Sar? Pour être un bon policier à Sar? Il faut savoir les numéros de voiture. Je comprends pas. Il faut connaître les plaques d'immatriculation par cœur. Pourquoi? Comme ça, vous faites ce que vous voulez. Bon, et les touristes, vous faites comment pour les gérer? Le meilleur, c'est quand il fait beau. Ils vont à la plage, comme ça, j'ai la paix, moi. Sur la place du Fronton, le maire surveille les travaux d'un kiosque en construction pour les prochaines fêtes de Sar, les plus célèbres après celles de Pampelune, dit-on ici, preuve s'il en est que les Saratars ne sont pas peu fiers de leur village. Moi, je suis très fier de mon village, comme tout le monde d'ailleurs, est fier de son village. Pays-Bas, c'est un endroit charmant quand même. On se lève le matin, on entend déjà quelqu'un parler basque ou chanter basque. C'est chez soi qui fait bon vivre, c'est là. Nos parents n'ont pas toujours réussi à le faire, puisque nos mères ont été souvent expatriées à Paris, comme bonnes à tout faire, et nos pères comme éleveurs de moutons en Argentine. Eh bien, nous sommes heureux tous les matins de constater que nous pouvons, grâce à eux, vivre chez nous. C'est ici que je suis né et c'est ici que je mourrai. Les chants basques célèbrent la terre natale. On chante le vers de l'amitié et les couleurs du drapeau basque. Rouge comme les volets d'une maison blanche caressée par le rayon d'un soleil couchant. Vert comme un champ de maïs, une lande de fougère ou un bois de chêne. Le spectacle est là, au pied de la montagne, et à Sar, il est vrai qu'on a le temps de le savourer. Saran Astia.
Pour lui, Marceau Sanguinetti, son beau village d'Erbalunga sur la route du Cap Corse commence ici, devant cette chapelle romane, où il n'y a pas longtemps, on a découvert d'énigmatiques inscriptions du XIIIe siècle et des fresques de la même époque. C'est une chapelle éloignée de tout bruit, paisible et éternellement belle. De là-haut, on voit Erbalunga, un port blotti au bord de la mer, un vieux port et un beau village de 1000 ans, où Prosper Mérimée venait méditer et qui fut un important port de pêcheurs professionnels. La montagne domine Erbalunga, qui fut longtemps occupée par les Génois. Alors, la tour génoise du XVIe siècle, elle a été détruite en 1557, donc je vous l'ai dit, par les Français qui luttaient contre les Génois. Les Génois étaient là. Elle a été défendue par un Gentile aussi. Erbalunga est un beau nom. En latin, on disait Elba, Loba, Lunga. Elba, Lunga. Oh, c'est beau ça. Bon, mais attendez, parce que quand vous êtes là, vous voyez, dans le coin de la jetée, là, ouais. Le matin de bonne heure, le jour se lève, le soleil se lève petit à petit, vous voyez apparaître les îles, puis le village s'éclaire petit à petit, il s'illumine complètement là, de ce côté. C'est magnifique. Marceau Sanguinetti n'est pas le seul à savoir apprécier Erbalunga, dont la seule vue a le pouvoir d'apaiser. Il pêche de sa maison. Voilà, vous pouvez vous avancer, vous verrez la canne. Et il envoie sa ligne dans le port. On voit même des poissons là qui passent, des mulets. Et l'hiver, il prend de belles pièces, même des loups. Alors au-dessus, là-bas, vous avez des carrières de brande. Et les carrières donnent ces pierres que vous voyez sur tous les toits. En Corse, on les appelle les dedges. C'est de la lauze. Vous voyez, tout ce qui recouvre les toits. Et on les extrait de ces carrières de brande. C'est une maison très importante puisqu'ils expédient même au Japon. Des toits en lauze se dégage une belle harmonie. Le village fut celui de grands armateurs, les comtes Valéry, comme le nom du poète Paul Valéry. Tout ici est soigneusement entretenu. Le village le mérite bien. Vous êtes sur la place de la vieille église. Ah bon, sur la place de la vieille église qui date fin 14e, 15e siècle. On ne le sait pas trop. Elle a été détruite par la foudre. Alors là, c'est le centre du vieux village. Hein. Alors, les maisons que vous voyez là, c'est toutes des maisons du XVIe siècle, hein, qui font partie de l'histoire d'Erbalunga. Elles ont été retapées, évidemment. Et là, vous arrivez à un petit endroit qui s'appelle le Calelu, c'est-à-dire l'endroit où l'on cale les barques, une petite cale. Mais il ne reste plus guère qu'un pêcheur professionnel, Laurent. Oh Laurent, guarda per qui, guarda. Il est beau votre village, hein? Vous voyez? Oh là là. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Je sais pas. Et les gens, vous verrez, les gens qui passeront ici sont accueillis d'une façon formidable partout. Ouais. Non, je vous le dis, hein, dans toute la commune, là, alors vous pouvez y aller. Alors ça, c'est le vieux village, voilà. Là, ce sont toutes des maisons qui datent du 15e, hein, 15e, 16e. Oh, la façon de vivre a bien changé. Erbalunga est devenu un village touristique. Du port de pêche subsistent les bateaux. Mais il règne toujours ici une merveilleuse impression de paix.